plaisir d'accueillir deux intervenants et de poids, dont les expertises se complètent parfaitement et qui sont depuis plus de 20 ans des personnalités proches du geste, que la plupart d'entre vous connaissent. Françoise Vanier, géologue et spécialiste des terroirs viticoles au sein d'Adama, elle est reconnue pour sa capacité à décrypter la relation entre sol, climat et identité des vins. Ses travaux et son approche pédagogique apportent un éclairage précieux sur la compréhension fine des terroirs. C'est ça, hein ? Ouais, exactement, merci. Et à ses côtés, Dominique Masneau, on ne le présente plus, qui est conseiller formateur pour Amisol. Dominique, qui nous accompagne depuis de nombreuses années dans la viticulture, dans l'évolution de nos pratiques. Son exigence de terrain, son sens du concret et sa vision pragmatique en font une référence dans l'accompagnement technique des exploitations. Oui, j'ai bien appris, hein, c'est juste, hein, c'est parfaitement. Donc, je vous laisse la parole et apportez-nous beaucoup de connaissances. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aussi nombreux. On va essayer de vous faire un duo avec Dominique. Je vais essayer de ne pas monopoliser le temps de parole. Et donc, la présentation de cet après-midi s'intitule « Interaction sol-plante-climat. Quelles évolutions pour l'expression du terroir ?» Et donc, on va déjà s'intéresser. Alors voilà. Le matériel et je sais plus, un marteau, c'est plus compliqué. On va déjà s'intéresser avant de comprendre les interactions, à savoir qui ou quoi va interagir l'un avec l'autre. Et donc, dans le mot terroir, bien entendu, on entend le mot terre. Donc, on va penser tout de suite aux géologues, aux spécialistes des sols. On va penser roche, on va penser sol. Mais le terroir, c'est un peu plus que ça quand même. C'est un endroit qui va avoir des caractéristiques qui lui sont propres, des caractéristiques naturelles, d'altitude, de pente, d'orientation, un climat. Ça va être aussi un sol et un sous-sol, mais ça va être aussi un lieu qui va être mis en valeur par l'action humaine. Et donc, les vignerons sont importants dans cette notion de terroir. Il n'y a pas juste la roche et le sol qui vont être importants. Alors, votre vigne, une fois qu'elle est plantée, elle va chercher à vivre, plus qu'à survivre, à vivre, à se développer. Et puis, elle va pour ça avoir envie de développer son système racinaire. Et elle va développer son système racinaire parce qu'elle a besoin d'eau, elle a besoin de nutriments. Donc, elle va chercher à boire et à manger. Et elle va chercher à boire et à manger là où c'est possible. Et donc, si vous regardez l'image qui est au milieu de la diapositive, vous voyez que parfois, à 45 cm, c'est un peu plus compliqué d'aller explorer en profondeur parce qu'il y a un banc calcaire qui a été peu fissuré, peu altéré, et puis votre vigne, elle va être contrainte, même si elle trouve une fissure de temps en temps, d'explorer plutôt les 45 premiers centimètres pour trouver de l'eau et des nutriments. Puis si on regarde l'image de gauche de la diapositive, il manque une échelle, honte à moi, mais en gros la coupe fait 2,50 m de profondeur. Mais vous voyez que la vigne qui est au-dessus de mon profil va pouvoir explorer assez facilement les 50 premiers centimètres. Et puis dessous, elle va trouver une roche qui est très altérée. Donc on trouve des morceaux de roche, mais c'est très facile pour la vigne d'aller explorer entre ces morceaux de roche. Et puis dans le tiers inférieur de l'image, vous voyez que la roche, elle est quand même moins altérée. On voit des bancs de calcaire qui se dessinent, mais ces bancs sont quand même fracturés et c'est quand même possible pour la vigne d'aller explorer. Donc deux images assez opposées entre une vigne qui est peu contrainte pour explorer sol et sous-sol en profondeur, et une autre qui l'est plus. Et donc, elle va là où c'est possible, votre vigne, pour se développer. Elle va aussi là où c'est nécessaire. J'utilise toujours la même image, mais si on est couché dans notre lit et que sur la table de nuit, juste à portée de bras, vous avez votre gâteau préféré, vous allez tendre le bras et attraper le gâteau. Si votre gâteau préféré, il est dans la cuisine, il va falloir bouger du lit pour aller chercher le gâteau et pour vous nourrir en allant dans la cuisine. C'est la même chose pour la vigne. Si elle trouve tout ce dont elle a besoin relativement proche d'elle, ses racines ne vont pas spécialement aller chercher très loin parce qu'il y a tous les nutriments, parce qu'il y a toute l'eau nécessaire à proximité. Et puis si au contraire, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas grand-chose à proximité, son système racinaire va se développer pour aller chercher plus loin.
Donc ça, c'est une première chose. Alors, pourquoi est-ce que je suis en face de vous ? Il faut quand même que je justifie de ma présence ici, parce que la géologie, ça peut être important de temps en temps. Alors, c'est important pour plusieurs raisons. En plus, j'ai trouvé plusieurs justifications à ma présence ici aujourd'hui. C'est important parce que selon le type de roche qu'on va avoir, on n'aura pas les mêmes caractéristiques. On n'aura pas la même distribution des roches les unes par rapport aux autres selon l'endroit où on va se trouver. Donc, c'est important de savoir quel type de roche on a. C'est aussi important de savoir quelles sont les relations de ces roches, de ces différentes roches les unes avec les autres. Ces roches, quand elles vont s'altérer, elles vont en partie conditionner le type de sol qu'on va trouver dans nos parcelles. Je viens de vous le dire, mais elles influencent largement la circulation de l'eau et la manière dont l'eau va pouvoir se stocker. Elles influencent, je viens de vous le montrer aussi, la manière dont les racines vont se développer dans le sol et dans le sous-sol. Et puis ces roches, elles vont conditionner les paysages sur lesquels vous allez planter vos vignes. On n'a pas les mêmes paysages quand on est à Vergisson, dans le Mâconnais, que quand on est à Coulanges-la-Vineuse, dans l'Auxerrois, parce qu'on n'a pas les mêmes roches on n'a pas la même histoire géologique, et ça va conditionner ces paysages. Alors quand on parle de roches, on pense tout de suite à ce qu'est le fondement de la géologie, qui est de raconter l'histoire de la Terre, et on va parler tout de suite d'âge. Et effectivement, les géologues, une de leurs tâches, ça va être de savoir retrouver les différentes périodes qui constituent l'histoire de la Terre, et on va décrire les roches en partie avec le nom qu'on donne à ces différentes périodes. C'est à peu près la même chose que si je vous raconte l'histoire de France en ne vous donnant que des noms de périodes. Donc je vais vous dire qu'il y a eu l'Empire romain depuis 52 avant Jésus-Christ jusqu'en 476, puis qu'il y a eu le Moyen-Âge, et puis qu'après 1492, il y a eu la Renaissance, etc., etc., la Révolution française, le Premier Empire. Tout ça, ça vous parle. Je n'ai pas spécialement besoin de vous donner des dates pour limiter tout ça. Donc quand on est géologue, on parle aussi de périodes de l'histoire un peu plus longues que l'histoire de France. Et puis, par exemple, si vous êtes à Chablis, vous ne pouvez pas, ou dans l'Auxerrois, vous ne pouvez pas éviter un nom de période géologique qui est le mot chiméridgien. Et le chiméridgien, donc c'est une période qui s'est étendue en gros de 155 à 151 millions d'années pendant le Jurassique, pendant un autre nom de période géologique. Et quand on est à Chablis, le chiméridgien se traduit par un dépôt d'une roche qui contient à la fois des tout petits grains de calcaire, des minéraux argileux et surtout d'innombrables petites coquilles d'huîtres. Et donc ce qui fait que quand on pense chiméridgien, on pense tout de suite marne avec des petites huîtres. J'ai quand même eu une photo du Jura, alors c'est le Jura suisse, hein, c'est pas le Jura du 39, mais et donc si vous êtes dans le Jura, il y a aussi des dépôts, il y a aussi des roches qui se sont mises en place pendant le chiméridgien. Mais vous voyez que les roches qu'on trouve dans le Jura, elles n'ont pas du tout la même tête que les roches qu'on va trouver du côté d'Auxerre. Et donc ce qui va être important, ça va être peut-être sur un côté intellectuel d'être capable de dire que ces roches-là, elles ont en gros 155-151 millions d'années, mais ce qui va être aussi important, ça va être de savoir quelle tête ont les roches, quel aspect ont les roches, quelle faciès ont les roches. Et donc, oui, on va parler, quand on parle de géologie, d'âge de roches, mais on va surtout parler, quand on parle des différents types de roches, on va surtout parler de leur faciès, c'est-à-dire à quoi ressemble la roche. Donc, clairement, les géologues ne sont pas des personnages fréquentables parce qu'on fait du délit de faciès. Alors, je remercie Michel Joly qui m'a permis d'utiliser 2 des portraits qu'il a fait dans la série des enfants de Gaïa aujourd'hui. Et vous voyez bien que Monsieur Antroc, il n'a pas la même tête que Monsieur Corton. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais voilà, vous vous reconnaîtrez si c'est vous. Et donc, effectivement, on va s'intéresser à quoi ressemble la roche. Alors, je vais revenir à des portraits de roches que je croise plus souvent dans les vignes que M. Corton et M. Antroc. Je vous ai mis ici 4 photos. Chacune, il y a deux groupes de photos. Les photos qui sont à gauche correspondent à un calcaire qu'on le regarde de près ou de loin, qui n'a pas du tout la même tête que les photos qui sont à droite, qui correspondent aussi à un calcaire. Les deux
minéralogiquement, sont constituées très majoritairement de calcite. Il y a entre 90, 95, 98% de calcaire, de calcite dans chacune de ces deux roches. Mais vous voyez bien que ce soit de loin, où on voit à gauche des gros bancs massifs qui font presque 1 mètre d'épaisseur, ou à droite, on voit des bancs qui s'altèrent en faisant des litages et des morceaux de calcaire qui font une dizaine de centimètres d'épaisseur au maximum, ou de près, où on voit en bas à gauche un calcaire qui est constitué d'une pâte fine, alors qu'à droite, on voit que c'était des petites billes millimétriques au moment du dépôt. Et donc, c'est important de caractériser ces faciès de roches qu'on va rencontrer dans les vignobles, parce que ces roches calcaires, elles ne vont pas s'altérer de la même manière, elles ne vont pas permettre la circulation et le stockage de l'eau de la même manière, et elles ne vont pas non plus permettre à vos racines d'explorer le sous-sol de la même façon. Donc, il y a quelqu'un qui a travaillé à ma place, parce que je parle, je ne peux pas travailler tout le temps, je parle. Et donc, vous avez pendant de longues années utilisé les services d'Iverodi, qui a réalisé des fiches faciès. Je crois qu'il y en a 23, si je ne me trompe pas. Donc, il a décrit tous les faciès que vous trouviez sous vos vignes en Bourgogne, et il a résumé ces fiches. Alors, c'est des fiches qui sont recto-verso. Sur le recto, vous avez la description physico-chimique des sols, des sous-sols, que vous étudiez, et puis au verso, vous avez plutôt l'aspect agronomique. Alors j'insiste quand même, c'est vraiment des fiches qui sont basées sur un long et fastidieux travail de terrain. Là, aujourd'hui, on est en face de vous, on n'a pas vraiment la tenue habituelle dans laquelle vous nous voyez, mais c'est des heures et des heures d'observation, de travail sur le terrain. Donc l'idée, c'était qu'on vous parle un petit peu plus en détail de ces fiches. Ça fait déjà un moment que je parle, je pense que c'est temps que je passe la relève au versant agronomique. Voilà. En fait, la géologie, c'est très important, mais c'est que le soubassement de fameux terroirs. Et il n'y a pas d'identité stricte entre le terroir où pousse la vigne et la roche identifiée par son faciès. Donc la notion de faciès, Françoise l'a expliqué, on va regarder à quoi ressemble la roche, et d'un point de vue agronomique, ce qui nous intéresse, c'est un peu comment ça va se traduire dans le sol. Est-ce que ça va faire des limons, des argiles, des sables? Est-ce que ça va fournir du potassium, du calcium, etc. Donc le faciès, on peut le définir à plein de niveaux, mais on va plus regarder les compositions physico-chimiques que uniquement l'allure des petites huîtres ou des autres fossiles. Après, la roche, elle peut affleurer. Si la roche affleure sans être altérée, c'est jamais très fertile. Donc il y a toujours des phénomènes d'altération. Et dans les phénomènes d'altération, on a déjà des transformations. On appelle ça de l'altérite. Il y a des phénomènes d'oxydation, il y a des phénomènes d'hydrolyse. Donc les minéraux présents dans la couche superficielle n'ont pas le même comportement que dans la couche géologique proprement dit. Et tout ça, ça se fait sur des pentes, en général sur les côtes de la Côte d'Or. Et donc, les pentes vont entraîner des mouvements mécaniques. Il va y avoir des mouvements, des glissements de terrain, de la topographie, des choses qui vont répartir différemment les particules de manière topographique par rapport aux affleurements géologiques. Et enfin, ce n'est pas encore tout à fait la fin, mais il y a encore la dimension supplémentaire du sol. La différence entre la géologie et le sol, c'est qu'on va avoir de la matière organique qui vient des végétations, qui va plus ou moins s'accumuler, plus ou moins se transformer. Et dans le fonctionnement du sol en tant que tel, on va avoir une autre activité microbienne, un autre comportement que dans une altérite pure. Et il y a eu des pratiques humaines tout au long de l'histoire du vignoble bourguignon. Et de temps en temps, il y a eu des phénomènes, des terrassements, des terrasses, il y a eu plein de choses qui ont aussi modifié la façon dont les sols se sont répartis, ont évolué, comment l'eau circule, etc. Donc la compréhension du terroir, elle est fondée sur la géologie, mais il y a un certain nombre de couches à prendre en compte entre la surface et la géologie. Alors c'est un petit schéma pour se rendre compte que sur un même coteau, des fois, on peut avoir plusieurs affleurements géologiques. Si on prend simplement une roche définie par son faciès,
on va avoir une altérite de roche plus ou moins épaisse, qui n'est pas toujours la même composition selon la circulation de l'eau, et sur l'altérite, un sol plus ou moins développé. Alors même si on n'a qu'une roche, on a déjà des variantes de nature d'altérite, d'épaisseur d'altérite et d'épaisseur de sol. Et quand vous allez sur le coteau, vous allez avoir un mixte de plusieurs affleurements qui se superposent avec des développements pédologiques encore différents ou plus complexes. Vous voyez que ce n'est pas une légende qu'il y a une très grande diversité des sols en Bourgogne. Et tous les climats vont être différents et ne sont pas copiables ou transposables, même si on a des conditions géologiques dans d'autres régions du monde identiques. Et dans le fonctionnement du sol, ça existe à l'état naturel, mais la pratique agricole et viticole, ça consiste à optimiser le fonctionnement du sol. Et l'optimisation du fonctionnement du sol, l'indicateur le plus agricole, le plus facile à observer, c'est ce qu'on appelle la structure du sol. Et on a des qualités de structure différentes qui peuvent aller de pas de structure du tout, des structures qu'on appelle fragmentaires, qui sont mieux que pas de structure, mais qui ont une fertilité relativement limitée. On appelle ça des structures polyédriques. Et on peut avoir des structures plus grumeleuses, où le phénomène majoritaire, ce n'est plus un phénomène de fragmentation, mais un phénomène d'agrégation. Et ça implique forcément une activité microbienne, pas n'importe quelle activité microbienne, mais une activité microbienne suffisamment intense pour faire cette agrégation sous forme de structure grumeleuse. Autant la structure fragmentaire, c'est des phénomènes purement physiques, la structure grumeleuse, ça implique nécessairement des acteurs microbiens. Et ces acteurs microbiens, pour qu'ils soient efficaces au boulot, il faut que les pratiques agricoles apportent deux choses qui ne sont pas fournies par la géologie, une source organique qui sert avant tout de source d'énergie et une source d'azote. Et l'azote le plus intéressant pour l'activité microbienne, c'est l'azote ammoniacal. Et cet azote, il est important parce qu'il n'est jamais fourni par la géologie. Il vient de l'air. Et pour montrer un petit peu l'importance de la qualité de la structure, pour un même sol identique avec 30% d'argile, on peut avoir une porosité favorable ou pas du tout favorable. Et là, c'est simplement un graphique élaboré par Yves Hérody qui montre que si on a une porosité d'agrégat, on a une porosité qui est au moins de l'ordre de 30-40%. Une porosité fragmentaire, on a déjà beaucoup moins de porosité et ça va beaucoup plus canaliser le développement des racines. Et si on a une porosité colmatée, les racines ne peuvent plus se développer du tout. Et le lien au terroir est un peu limité. Alors pour optimiser ce fonctionnement du sol, il y a des règles un petit peu universelles qui sont à relativiser selon les conditions de milieu. La première chose, notamment dans les systèmes de sol calcaire, il faut contrôler la géochimie, c'est-à-dire des aspects chimiques purement minéraux qui viennent du calcaire, qui n'ont pas besoin d'activité microbienne et qui perturbent l'activité microbienne. Donc l'idée, ce n'est pas de changer le sol, de normaliser le sol, mais d'essayer de neutraliser les facteurs géochimiques qui empêchent l'activité microbienne de s'exprimer. Le deuxième point fondamental, c'est maîtriser aussi la circulation de l'eau. Parce que l'eau aussi, elle ne vient pas forcément de la géologie, mais dès qu'on a des excès d'eau, on a des sols qu'on appelle hydromorphes, il va y avoir des perturbations à la fois pour l'activité microbienne et les racines. Et en petite minute de publicité, il y a un livre d'Yves Hérody qui va sortir incessamment sous peu sur la gestion hydraulique. Donc il ne faut pas éliminer l'eau, mais éliminer seulement l'excès d'eau. Dans les types de sols où il y a à la fois matière organique et matière minérale, il y a aussi des classifications pédologiques avec des sols qui ont plus ou moins naturellement une bonne structure. Donc là aussi, il faut comprendre, et c'est un travail de terrain, où on est le sol dans son évolution pédologique.
Et dans tous les cas, il faut optimiser une activité microbienne suffisamment intense pour avoir une bonne structure, une bonne mobilisation des éléments minéraux. Alors dans tous les sols, il y a toujours une activité microbienne, mais qui n'est pas toujours intense. Et c'est seulement l'activité intense qui est la clé de la fertilité pour le développement racinaire et la nutrition des plantes. Donc voilà, il faut assurer cette structure du sol. Et il y a encore une petite diapo avant que je repasse la parole à Françoise. L'activité microbienne, c'est un double effet, on pourrait dire. Un effet un peu qui se coule. Il y a l'effet direct de l'activité microbienne. Cette activité microbienne qui décompose la matière organique, elle a besoin d'oxygène et elle produit automatiquement du gaz carbonique. Et pour produire du gaz carbonique, il faut vérifier qu'il y a un flux d'oxygène suffisant qui arrive au niveau des microbes. Ça veut dire qu'il y a des moments où il faut assurer un minimum de travail du sol pour assurer ce flux d'oxygène. Et la production de gaz carbonique, elle augmente avec l'activité microbienne intense. La concentration de gaz carbonique dans le sol, dans un sol naturel, elle est déjà 10 à 20 fois supérieure à la concentration de gaz carbonique dans l'air qu'on respire. Mais avec une activité microbienne intense, la concentration de gaz carbonique peut devenir 100 fois plus importante dans le sol. Alors ce CO2 qui est le drame absolu pour les bipèdes que nous sommes, c'est vraiment fondamental pour le fonctionnement du sol. Ça va modifier, cette concentration en gaz carbonique modifie les équilibres chimiques. La mobilisation des minéraux dans de l'eau pure ou dans de l'eau chargée en gaz carbonique est totalement différente. Et avec suffisamment de concentration en gaz carbonique, on arrive à mobiliser tous les minéraux du terroir, y compris ceux qui sont réputés très peu solubles, comme la silice ou le sulfate de barium. Donc, la mobilisation du terroir, elle ne se fait que s'il y a de l'activité microbienne suffisamment intense pour une production de gaz carbonique assez importante pour ça. Et je repasse la parole à Françoise. Donc, on vous propose avec Dominique de vous présenter 2 fiches faciès. On a choisi, pour ne faire aucun mécontent, un faciès plutôt calcaire, un faciès plutôt marneux. Et puis, politiquement, je pense qu'on est au top, parce qu'on a choisi 2 faciès qu'on va pouvoir trouver depuis la Roche de Solutré ou la Roche de Vergisson dans le Mâconnais, le sud de la Côte de Beaune, le nord de la Côte de Nuit, et même dans le Vézélien, dans l'Yonne. Donc là, je pense qu'on ne peut pas nous reprocher d'avoir négligé quelque chose, donc une région, pardon. Donc on va vous présenter un faciès calcaire, et on a choisi le calcaire anthroque, et un faciès marneux, et on a choisi les marnes micacées et quartzeuses. Donc ces fiches que vous pouvez avoir à disposition sans aucun souci quand vous êtes adhérent du geste, elles comportent, comme je vous l'ai déjà évoqué tout à l'heure, un verso où il y a d'abord une description de la roche. Alors je vous ai rajouté 2-3 petites photos, mais on vous explique à quoi ressemble la roche qu'on va caractériser après agronomiquement. Et donc le calcaire à anthroque, il a un nom un peu barbare, parce que les anthroques, c'est le nom qu'on a donné en géologie à des petites pièces de squelette d'un animal qui est de la famille des échinodermes, c'est-à-dire la même famille que les étoiles de mer ou les oursins, qui a donc une symétrie d'ordre 5. Et on voit sur la photo en bas à droite qu'on a des petites étoiles à 5 branches. Ces petites étoiles qui font moins d'1 centimètre, qui font partie donc du squelette de ces animaux qu'on appelle des crinoïdes. Ce sont ces pièces de squelette qu'on a appelées les anthroques. Ces calcaires anthroques, c'était des sables au moment du dépôt, et donc ils sont constitués majoritairement par ces débris de crinoïdes qui ont soit la forme de petites étoiles, soit des formes de petits trous de charrette. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ces calcaires les calcaires anthroques. C'est des calcaires qui ont souvent une couleur ocre, qu'on trouve relativement fréquemment. Et donc toutes les analyses d'Yves ont permis de décrire précisément la composition minéralogique, la composition chimique. Et puis dans la partie basse de la fiche, mais je voulais quand même zoomer un peu pour que vous puissiez voir, vous avez en fait la manière dont ces calcaires vont s'altérer, à la fois ce qu'ils vont donner en s'altérant, je vous ai quand même mis une photo de sol à côté, et puis le type de sol que ça va former, et toutes ce qui se passe en termes de géochimie et de pédogénèse, je dis un gros mot, mais tout ce qui se passe quand le sol se forme, et donc les conséquences agricoles, je vais repasser la parole à Dominique. Voilà.
Alors, les crinoïdes, ce qui subsiste, c'est uniquement les anthroques, c'était des animaux qui vivaient dans un milieu relativement turbulent, en bord de mer. Et donc, c'est un milieu où il n'y a pas eu de dépôts vraiment d'argile qui sont envasés. Donc, ça fait forcément des sols plutôt de nature limoneuse que de nature argileuse. À chaque fois, on aura d'autres calcaires aussi, comme les calcaires oolitiques. On n'a jamais vraiment d'argile dans les calcaires anthroques ou les calcaires oolites. Et donc, le calcaire, dans les anthroques, il est relativement cristallisé. On ne va pas avoir des niveaux de calcaire actif très, très, très élevés. Les limons ont un gros défaut, c'est qu'ils sont sensibles au tassement. Mais heureusement, souvent, il y a quand même pas mal de cailloux dans ces sols de calcaire anthroque. Et les cailloux limitent la tendance au tassement. Mais le phénomène important à surveiller dans tous ces sols à dominante limoneuse, c'est toujours la fermeture du sol, le colmatage entre les limons. Les apports organiques sont forcément importants pour améliorer la structure de ces limons, pour améliorer l'activité microbienne, améliorer aussi l'activité de mobilisation géochimique. Alors dans ces sols, ça se voyait un petit peu sur la photo précédente, on a souvent des sols qui sont relativement rouges. C'est un phénomène purement géochimique qui s'appelle la ferrolyse. Et cette ferrolyse se produit uniquement dans les milieux drainants, mais c'est un phénomène qui limite les problèmes de calcaire actif et qui améliore la décomposition purement minérale des matières organiques. Et ça améliore, c'est une production d'acide qui améliore la mobilisation de tous les minéraux du sol. Donc le problème, c'est vrai souvent, mais dans ces sols relativement riches, le problème n'est pas d'apporter des minéraux qui risquent de masquer le terroir, le problème c'est d'optimiser l'activité microbienne pour l'expression du terroir. Et on va passer au faciès suivant. T'es sûr que c'est pas toi? Il y a encore un truc. Oh, pardon. Continue. Il y a encore un aspect un petit peu pédologique qui est la suite de l'agronomie, pardon. Ces sols limoneux risquent pas trop de stocker de l'eau en excès pour l'hydromorphie, mais il y a une sensibilité au phénomène d'érosion et de lessivage. Et dans ces sols, le calcaire actif, je l'ai déjà dit, il n'est jamais très très élevé. Mais pour ne pas pénaliser l'activité microbienne intense, il faut éviter de mettre des matières organiques difficiles à décomposer. Et l'exemple typique en vignoble, c'est les bois de taille. Des moments, c'est mieux de les enlever que de les laisser se décomposer sur place. Donc ce coup-ci, je crois que c'est bon. Cette fois-ci, je veux bien reparler de nouveau. Donc on va changer effectivement de faciès. Après les calcaires à anthroque, on va s'intéresser aux marnes micacées. Alors micacées parce qu'elles contiennent, c'est des marnes très girly, c'est des marnes pour ça brille, il y a des paillettes. Il y a des petites paillettes d'un minéral qui s'appelle le mica. Qui sont vraiment fréquentes dans ces marnes, qu'on trouve, comme je vous l'ai dit, de Marsanais à Gevrey, qu'on trouve au sud de la côte de Beaune, qu'on trouve au pied des roches de Solutré-Vorgisson, en côte chalonnaise, et puis sur la partie est du vignoble de Vézelay. Donc des marnes qui se sont déposées dans une mer peu oxygénée. Le fait que la mer était peu oxygénée au moment de leur dépôt fait que la matière organique s'est mal décomposée et donc ces marnes ont souvent cette couleur grise à cause de la présence de matière organique. Elles s'altèrent relativement facilement et deviennent rapidement ocre. Donc sur la photo de détail de droite, vous voyez qu'il y a à la fois la couleur grise et la couleur ocre. Elles contiennent, elles peuvent être relativement épaisses et certains de ces niveaux contiennent beaucoup de fossiles, des squelettes d'un animal de la même famille que les calamars, qui n'existent plus aujourd'hui. Au lieu d'avoir un squelette comme les os de sèche, ce qu'on appelle l'os de sèche, on a plutôt un squelette en forme de suppositoire. J'ai les images que je peux. Et donc ça s'appelle des rostres de belemnite. Donc c'est un fossile caractéristique de ces marnes-là. Certains niveaux se délitent plutôt en schiste. Les fameux schistes cartons qui ont été recherchés pour les gaz de schiste sont dans cet ensemble-là.
Et donc, de la même manière, les fiches faciès décrivent précisément la composition minéralogique, la composition chimique, et puis la manière dont elles vont s'altérer. Alors, la photo que j'ai choisie n'est pas une photo très représentative. Vous avez bien le sous-sol qui est gris ou ocre selon si il a été, enfin les circulations d'eau et l'altération. Mais vous avez au-dessus une limite très nette parce que vous avez eu une loupe de glissement et vous avez eu un glissement du sol qui s'altérait le long du versant. Vous êtes en bas des Castiers à Gevrey-Chambertin ici. Et donc, de la même façon, vous avez pour chacun pour ce faciès marneux, les différents produits libérés par l'altération des minéraux, le type de sol et puis les contraintes géochimiques et puis pédologiques qui vont se mettre en place. Donc, cette fois-ci, je redonne la main pour l'agronomie à Dominique. Donc, au niveau des marnes, c'est un peu l'opposé des calcaires. Là, on va voir que des particules très fines, qu'on appelle des argiles, au moins au sens granulométrique. Et il y a très très peu de sable. Donc, on va avoir une microporosité difficilement accessible aux racines. Et que ce soit des argiles minéralogiques ou simplement granulométriques, dans tous les cas, la circulation de l'eau est très très lente. Donc on a des sols qui se réchauffent mal au printemps, qui s'engorgent facilement en eau, et une opération fondamentale en général, c'est d'assurer des formes de drainage. Et il faut aussi faire de l'aération de ces sols-là qui manquent d'oxygène à cause du dépôt en conditions réductrices. Par contre, le travail du sol dans ces marnes, il est assez compliqué à gérer parce que ça peut passer assez vite du trop mouillé au trop sec. Donc là, la fenêtre d'intervention, elle est fondamentale à respecter pour avoir une qualité de travail. Et l'autre phénomène de ces marnes, ces sols plus ou moins argileux, c'est qu'ils ont beaucoup d'inertie. Ils se réchauffent mal. Et donc, dans la gestion organique, il faut aussi des doses suffisantes de matière organique pour dépasser l'inertie du sol, pour améliorer leur structure. Et comme ces sols ont tendance à manquer d'oxygène, il ne faut jamais enterrer trop profondément des apports organiques, y compris avant plantation. Et donc, c'est vraiment, il y a toujours une synergie en agronomie, mais elle est encore plus importante dans les marnes. Il y a une synergie entre travail du sol et gestion organique. Si on fait que du travail du sol ou que de la gestion organique, on n'a pas des résultats très, très intéressants. Et au niveau pédologique, on a ces problèmes d'engorgement. Donc, c'est là où il faut faire des formes de drainage. Les drainages qui consistent à écrêter les excès d'eau, on est plus efficace en faisant une tranchée drainante en haute parcelle qu'en mettant des drains en bas de parcelle. Et comme il n'y a pas beaucoup de porosité accessible aux racines si la structure n'est pas bonne, il faut vraiment, on n'a pas le droit de se rater ni dans le travail du sol. Et le moment où c'est le plus fondamental de ne pas se rater, c'est à la plantation. Si on réussit la plantation, on a des systèmes racinaires qui vont bien explorer, tout ira bien. Si on rate la plantation, les racines vont partir à l'horizontale et ça va poser un problème pour toute la durée de vie de la vigne. Alors, une fois qu'on a bien caractérisé tous les faciès qu'on va pouvoir rencontrer dans le vignoble, eh bien, on peut cartographier ces faciès. Et donc, il y a un certain nombre de cartes géologiques, mais des cartes de faciès qui ont été réalisées. Je vous présente ici un exemple du Mâconnais avec la carte de Vergisson. La diapositive suivante, on va remonter en Côte-de-Beaune avec une carte qui a été réalisée sur la colline de Corton. Et donc, que ce soit Yves ou que ce soit moi, on travaille tous les deux en cartographiant des faciès géologiques et absolument pas juste des âges et des périodes de temps géologiques. Voilà, c'était la pause de pub pour que vous repreniez. C'est Dominique qui continue. Alors, l'idée de la conférence, c'était de faire un peu une projection sur l'avenir, ne pas faire seulement un état des lieux de ce qui était fait. Au niveau climatique, je crois que ça va être repris aussi par d'autres intervenants, mais j'ai repris des évolutions climatiques reconstituées sur les 2000 dernières années, et on s'aperçoit
qu'il y a eu 2 optimums climatiques, un du temps des Romains et un autre au Moyen-Âge, qu'on appelle des petits optimums climatiques. Et à notre époque, c'est plus un petit optimum climatique, c'est un grand chambardement. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais peut-être il n'ira pas beaucoup plus loin que les optimums d'avant. Alors ça, c'est des dates reconstituées par des historiens, notamment par le roi Ladurie. Et depuis Jésus-Christ, on n'a pas des dates précises, mais sur les 5 derniers siècles, il y a des archives, on peut reconstituer les moyennes décennales dans les vignobles du nord de la France. Par rapport au 1er septembre, il y a eu des variations quand même de plus de 30 jours assez fréquentes. Alors peut-être maintenant, on va passer en dessous du 1er septembre. Ça a changé la donne. Alors qu'est-ce que ça change, ces fameux bouleversements climatiques? Ça change des choses au niveau des températures. La température moyenne est en hausse. On le voit aussi bien dans les vignobles de Catalogne, du sud de la France qu'en Bourgogne, avec des phénomènes de précocité qui deviennent des fois un peu trop précoces et des risques de gel derrière, des problèmes de vernalisation qui sont plus satisfaits pour certains cépages, et des amplitudes thermiques. Cette année, c'est vraiment l'exemple type. On a eu plusieurs fois dans la saison des amplitudes de plus de 20 degrés, 25 degrés. Et donc, c'est un stress aussi bien pour la vigne que pour nous. Et les précipitations, la tendance moyenne n'est pas claire pour l'instant. Par contre, on a des épisodes plus intenses, et aussi bien en pluviométrie qu'en sécheresse. Et au niveau des sols, qu'est-ce que ça change? Sur les températures, il n'y en a pas beaucoup de références. Par contre, sur le stockage de l'eau, on a des références. Et là, la qualité de la structure du sol, si vous avez un sol bien structuré, il y a plus de vide. Et l'eau, quand il pleut, elle va plus s'infiltrer. Et à l'inverse, si vous avez un sol tassé, l'eau ne va pas s'infiltrer, elle va raviner. Et en plus du ravinement, au lieu de favoriser l'infiltration, on favorise l'évaporation. Donc c'est vraiment encore plus important de surveiller la qualité de la structure du sol avec ces épisodes un peu aggravés. Donc les sols ne vont pas complètement changer, la géologie encore moins. Je pense que les faciès, ils ne vont pas trop bouger, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce qui change, c'est l'intensité des phénomènes. Notamment les phénomènes de dissolution, reprécipitation du calcaire vont être amplifiés. Et donc, on va avoir des niveaux de calcaire actifs de manière très localisée qui peuvent perturber plus que vont les systèmes racinaires. Peut-être que là aussi, les sols qu'on considérait comme des bons terroirs parce qu'ils se réchauffaient bien, mais qu'ils étaient un peu séchants, ils vont devenir moins intéressants. Et à l'inverse, les terroirs marneux qui se réchauffent moins vite, mais qui résistent plus longtemps au sec, vont devenir plus intéressants. Et dans tous les cas, les fenêtres d'intervention, notamment en termes de travail du sol, elles sont encore plus étroites et plus pointues à respecter. Mais dans tous les cas, on ne peut pas agir sur le climat, mais le meilleur investissement pour limiter ces perturbations interannuelles, c'est quand même les bonnes pratiques agronomiques qui n'annulent pas les variations de rendement, mais qui limitent fortement par rapport je vois ça aussi bien en vallée du Rhône qu'en Bourgogne. Avec les bonnes pratiques agronomiques, on limite les baisses de rendement les années compliquées. Et donc on arrive à la conclusion. Dans la conclusion, eh bien, ces 2-3 grandes lignes, il faut assurer encore mieux les fondamentaux agronomiques qu'avant. Il faut éviter les dogmes. Et même si on change de dogme, le nouveau dogme n'est pas forcément mieux que l'ancien. C'est-à-dire qu'il y a des dogmes, il y a des trucs à la mode, le non-travail du sol, l'enherbement permanent. Et il y a des choses qui sont à réfléchir et il ne faut pas se lancer tête baissée dans la nouvelle mode. Pour les nouvelles plantations, là aussi, je pense que François Dalle développera ça, mais il y aura peut-être des choix de porte-greffe sur des critères un petit peu différents qu'avant. Et cela dit, il y a quand même une marge de manœuvre, même dans les cépages actuels, parce que en chardonnay, en pinot, il y a des clones champenois qui
Même en Champagne, aujourd'hui, on commence à faire du vin buvable avec des clones champenois. Donc peut-être, avant de changer de cépage, on peut faire des choses en Bourgogne avec ça aussi. Et peut-être qu'il y a des pratiques qui sont innovantes, qu'il faut valider, mais là-dedans, il y a des choses qui peuvent donner un coup de main à l'agronomie en matière de biostimulants qui vont agir plus sur les plantes, de préoccupations peu préoccupantes, et même des pratiques de type homéopathique que je commence à explorer. On s'aperçoit qu'il y a des résultats assez étonnants. Voilà tout ce que vous pouvez cogiter pour la suite des opérations. On vous remercie pour votre attention, mais contrairement à la diapo, on ne passe pas tout de suite à la dégustation des bouteilles. Il y a encore un autre exposé et un temps pour les questions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions dans la salle par rapport à cette dernière intervention? Bonjour. Je voulais simplement savoir pourquoi le broyage des bois de taille sur certains sols te pose problème. Dans la mesure où si c'est broyé finement, en fait, c'est le principe de la fragmentation de la matière organique. Les micro-organismes vont quand même le dégrader. On se bat pas, mais on n'arrête pas de nous seriner avec ces 4 pour 1000, on va dire, de carbone organique dans les sols. Et puis là, et même pour éviter de les brûler en Bourgogne. Et là, tu dis sur certains sols, ben non, il faudrait pas trop le faire. Pourquoi? Vraiment? Alors, le problème de ces matières organiques, c'est que les matières organiques n'ont pas toutes la même composition et du coup, leur vitesse de dégradation va être totalement différente. Et que ça soit broyé, pas broyé, ça ne change pas la nature de la matière organique. On a dans ces sarments, même les sarments de l'année, on a ce qu'on appelle de la lignine de plantes pérennes. C'est des molécules très difficiles à décomposer. Les microbes qui vont s'y attaquer vont consommer de l'énergie et de l'azote à côté. Donc ça peut faire des fins d'azote, des concurrences pour la nutrition de la vigne. Et on favorise, ça ne favorise pas, c'est une activité c'est un bruit de fond qui est un peu l'opposé de l'activité microbienne intense qu'on recherche. Donc on a des phénomènes de synergie, des phénomènes, on pourrait dire, de sociologie microbienne. Si on favorise un groupe, on pénalise forcément les autres. Et on va aussi favoriser des organismes qui ne sont pas des micro-organismes, mais des décomposeurs, des petites bestioles de la famille, un peu des insectes, des nématodes, tout ça, ce qui ne favorise pas forcément les bons systèmes racinaires. Il peut y avoir aussi des risques pathogènes, mais avant tout, c'est un phénomène de consommation chronique d'azote qui perturbe la bonne alimentation de la vigne. Bonjour, je suis microbiologiste du sol à l'INRA de Dijon et je suis tout à fait en désaccord avec ce que vous venez de dire sur les sarments. Voilà, alors ce n'est pas le lieu d'en discuter, on pourra le faire à la pause et soumettre un peu nos arguments. Non, mais on peut, il n'y a pas de problème. Au contraire, hein. Ça risque d'être long. C'est un lieu d'échange, encore une fois. À l'origine, j'étais là pour parler du cuivre, pas des sarments, mais bon, ça sera non, un peu mais Lionel, c'est un lieu d'échange et je pense qu'on n'est pas là pour opposer, mais juste pour échanger nos avis et votre expertise, et c'est pour ça que vous êtes là. Eh ben, dans le projet Ecovitisol, et notamment qui a été mené à Beaune et à Côte-de-Beaune, Côte-de-Nuit, hein, notamment avec le geste, on montre que les parcelles qui intègrent les sarments ont une bien meilleure qualité microbiologique des sols et activité microbienne. Donc c'est un petit peu paradoxal par rapport à ce que vous dites en fait. Ouais. Alors, je suis d'accord sur l'activité microbienne totale. Il y a plus de substrats, plus d'activité microbienne totale, mais l'activité microbienne intense qui structure le sol et l'état nutritionnel de la vigne, c'est là où il peut y avoir un petit décalage. Donc Oui, sauf que quand on amène les sarments, c'est à l'automne, ils se dégradent fin d'automne, hiver, début du printemps. C'est une matière organique que les micro-organismes connaissent très bien parce qu'ils cohabitent avec elle depuis des décennies, voire des siècles. Et en fait, on sait que quand on met de la matière organique déjà connue par les micro-organismes au niveau du sol, ils se sont structurés autour de cette matière organique et ils sont hyper adaptés pour la dégrader. Et nous, véritablement, hein, à l'échelle nationale, les territoires qui intègrent les sarments au niveau du sol, c'est une pratique agronomique, même agroécologique,
parce qu'elle a une très bonne stimulation de la qualité microbiologique en termes d'abondance et de diversité. C'est des résultats qu'on a déjà montrés de façon assez récurrente en Bourgogne et dans d'autres territoires. Et c'est vrai que ce concept d'exportation de la matière organique, c'est un petit peu paradoxal par rapport à ce que disait la dame avant, où on veut aussi augmenter le taux de carbone dans les sols. Et ça fait partie d'une matière organique qui est gratuite, qui est bien adaptée au sol et aux micro-organismes du sol, et qui peut se stocker et faire de la fertilité assez facilement. Donc bon, j'entends vos arguments par rapport à des fins d'azote. C'est vrai que les fins d'azote, il faut les combattre par rapport à ça. Après, moi j'ai vu d'autres paradoxes aussi dans votre présentation par rapport à la structure du sol et la nécessité de travailler pour maintenir la structure du sol. En tout cas, je l'ai compris un peu comme ça. On sait quand même que le travail mécanique est le premier paramètre agronomique qui va détruire la structure du sol, les agrégats notamment qui abritent les micro-organismes. Et nous, c'est la principale pratique agronomique, le labour, qui montre une baisse de la qualité microbiologique des sols. Donc bien sûr, hein, tout n'est pas manichéen avec il faut arrêter ça, il faut augmenter ça. C'est une adaptation hein, des systèmes et des itinéraires techniques. Bien sûr, avec des résultantes agronomiques de fertilité, mais aussi des résultantes agroécologiques. Et je n'ai pas assez entendu ce terme agroécologie. On parle d'intensité microbienne. On a l'impression que les micro-organismes sont là juste pour être un moteur biologique, mais ils améliorent la structure du sol, ils font la fertilité de la plante. Le couvert végétal est aussi une pratique hyper intéressante pour les stimuler. C'est un peu compliqué en Bourgogne parce qu'on a une telle densité de cèpes que c'est avec des intérêts en cours, on a des phénomènes de compétition qui s'expriment très rapidement et de façon très intense. Donc techniquement, c'est toujours un peu compliqué à combiner, mais je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer avec une vision peut-être plus biologique du sol et pas simplement une mesure d'activité à ce niveau-là. Mais c'est vrai que je n'ai pas parlé d'agroécologie. Après, il y a, avec le geste, on s'attache à ce que les gens vivent de leur métier et qu'ils aient des productions en qualité et en quantité. Et les critères agroécologiques peuvent être, dans certains cas, en synergie avec des critères agronomiques, et dans certains cas, ils deviennent un petit peu en dichotomie. Et c'est là où je fais souvent une blague pour les viticulteurs qui ont des vignes plus larges, qui font beaucoup dans le vert. Certains viticulteurs sont devenus meilleurs en couverts végétaux qu'en vignes. Et c'est très bien d'un point de vue écologique, mais d'un point de vue économique et qualité des vins, c'est là où des fois il faut ménager un peu la chèvre et le chou. Et dans la gestion organique, peut-être que le sol, les taux de carbone dans des sols sont... Un même chiffre ne veut pas toujours dire la même chose. Donc, il y a des moments où il faut peut-être augmenter des taux de carbone. Et techniquement, ce n'est pas si évident que ça de bouger un taux de carbone. Et dans certains cas, il faut plutôt assurer de la nutrition microbienne, qui est du carbone qui se décompose facilement, qui sert de source d'énergie pour les microbes, que de vouloir stocker du carbone dans le sol. Et dans les critères... en ce moment, parler de rendement, c'est devenu un gros mot, où on passe pour des arriérés quand on dit ça, mais si on a des critères super agroécologiques, mais qu'on ne produit plus, ou qu'on a des problèmes de fermentation en cave, ça ne résout pas tous les problèmes. Donc c'est là où il faut qu'il y ait un dialogue et des choses qui aillent dans le sens des producteurs quand même. J'ai rien contre l'agroécologie, et je travaille beaucoup avec les bio et les biodynamistes, mais si les gens arrivent à ne plus faire de rendement et ont des problèmes sur le vin, il faut relativiser certaines pratiques agroécologiques pour que la vigne en profite mieux. Voilà. Bon, c'est encore un vaste sujet. Vas-y, je te prends une autre question. Non, je voulais juste... moi, je suis vigneron à Fuissé et tous les deux, vous êtes venus dans nos vignes pour travailler. Je voulais juste apporter un témoignage personnel. Je pense qu'il ne faut pas trop généraliser parce que quand M. Ranjard est venu pour Ecovitisol, finalement, nous, dans nos pratiques, on était dans le rouge systématiquement. C'est-à-dire que nous faisons tout ce que, finalement, il ne faudrait pas faire pour avoir une bonne présence microbienne. Et le résultat, à la fin de l'analyse, on était plutôt dans le vert. Donc, je pense que ça dépend de beaucoup de choses et que c'est difficile et peut-être un peu dangereux aussi de généraliser et d'imposer des choix
qui effectivement parfois sont assez lointains de notre préoccupation principale qui est celle du faire du vin finalement. Une dernière question? Non, je voudrais juste, Pierre-Alain Marron, moi aussi, INRAE à Dijon, réagir sur ce qui a été dit sur l'agroécologie. Donc, c'est une vision un peu caricaturale de l'agroécologie. Là. On oppose agroécologie et rendement, alors qu'on ne cherche pas à baisser les rendements avec l'agroécologie. On cherche juste à prendre en compte l'environnement pour qu'il nous aide à maintenir des rendements. Donc, c'est un peu... Enfin, je ne peux pas laisser dire ce qui a été dit avant. C'est une vision un peu vraiment caricaturale qui n'amène pas à grand-chose en termes de résultat final sur le terrain. Si l'agroécologie maintient ou augmente les rendements, j'ai aucun problème. Mais c'est dans les situations où ça se traduit par des baisses de rendement qu'il y a un petit problème. C'est juste dire que... Ce n'est pas automatique que les pratiques agroécologiques ou réputées telles augmentent ou maintiennent les rendements. C'est ça qu'il faut être un petit peu vigilant sur le terrain. Pour revenir sur le côté général, l'agroécologie s'adapte à tout type de... Enfin, s'adapte aux conditions locales. Donc, une pratique agroécologique qui marche... En théorie. Donc, c'est pour ça, c'est un raisonnement. Ce n'est pas une pratique agroécologique qui va marcher partout, c'est sûr. C'est un raisonnement qui fait qu'on applique des pratiques qui vont maintenir des rendements. En tout cas, opposer agroécologie et rendement, pour moi, c'est un non-sens, surtout aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas de les opposer, c'est de les concilier, de les combiner. Et si, peut-être, dans les cas où ce n'est pas combiné, c'est parce qu'on manque de raisonnement. C'est tout à fait possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que agroécologie, c'est peut-être un grand mot pour des choses peut-être plus fines, adaptées dans nos terroirs et dans nos sols. Donc, effectivement, il n'y a pas deux terroirs identiques, il n'y a pas deux manières de travailler identiques. Donc, je ne pense pas qu'on mettra d'accord tout le monde, mais c'est plus il y a de questions et plus il y a d'oppositions, plus ça fait avancer finalement notre métier. Donc, il y avait encore une dernière question? Non? Si, Jean-Marc? Un peu une question aux deux intervenants pour avoir pratiqué un peu tout ce qui se fait à la mode et avoir renoncé successivement à tout. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion aujourd'hui entre la biodiversité qu'on recherche et qui est en danger parce que la planète est trop peuplée, trop exploitée, et le système forestier qu'on voudrait prendre un petit peu en modèle dans la vigne? Moi, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Dominique, puisqu'effectivement, on peut laisser des enherbements, on peut laisser, on va dire, on peut faire du non-labour, et on peut également pratiquer des choses que pratiquaient nos parents, et s'apercevoir que l'herbe pousse très vite, que le sol est très fertile, même avec des labours superficiels, et qu'on a très peu d'intrants à amener. Alors, je pense que c'est plus un problème de marqueur et un problème de repère, de mettre les choses vraiment à leur place, que d'opposition de théorie, et qu'en fait, on peut aussi faire confiance à un savoir paysan qui a nourri les gens pendant des milliers d'années. Et je suis quand même un peu sceptique sur cette nouvelle mode de non-labour, de très peu de travail du sol. Je pense qu'il y a d'autres problèmes peut-être à prendre en compte, comme la compaction, comme le rythme de consommation des matières organiques. La nature, évidemment, c'est une chose, mais la culture, c'en est une autre. Je pense que la vraie question, c'est quelle place on laisse à la culture, quelle place on laisse à la nature pour la biodiversité. Donc vraiment, c'est pas une opposition des deux approches, mais je pense que c'est un petit peu trop marqué, cette mode du non-labour, non-enherbement. Sur le terrain, moi je pense qu'on est nombreux à attendre qu'il y ait une démonstration de l'efficacité de ce genre de pratique. Un grand merci. En tout cas, un grand merci à vous deux, Dominique et Françoise.